Et je laisse la parole à l'allocution de Monsieur Samuel Pintel, secrétaire général fondateur, ancien enfant de la colonie d'Isieux. Monsieur le préfet, monsieur le maire, vous m'entendez bien? Mesdames et messieurs les députés, monsieur le sénateur, madame la vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole, messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus, madame Blum, monsieur le président du CRIF, messieurs les rabbins, j'oublie peut-être certaines personnalités, je m'en excuse, monsieur Dominique Vidot, qui est directeur de la Maison d'Isieux, chers amis, on m'a demandé de faire une allocution, ça ne sera pas du tout une allocution. Nous étions convenus avec votre président, plutôt que de lire un texte mûrement composé, qui serait redondant avec ce qu'a dit votre président, en fait de faire simplement un témoignage. Donc si vous voulez bien m'écouter, je vais témoigner, donc sans note. Vous livrez certaines informations, ressentis, personnels, à la fois sur mon parcours, si vous voulez bien, rapidement, et mon engagement, comment je me suis engagé au sein de cette maison, surtout avec sa fondatrice, Madame Sabine Slatin. Je ne voudrais pas être trop long non plus, parce que si je ne suis pas cadré, ça va durer très longtemps. Je vais quand même essayer de tenir dans le créneau de 20 minutes, temps imparti, pour vous lire le texte qui avait été rédigé. Et que, Monsieur le Président, je vous remettrai comme un document à conserver. Il y a beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire. Je reviendrai sur le cas cité tout à l'heure concernant la petite Liliane Gerenstein, dont vous avez entendu la lettre à Dieu. Vous allez voir comment chaque enfant a une histoire personnelle, un parcours personnel, et comment ces parcours s'entremêlent. Et pour certains, c'est dramatique, et pour d'autres, ça se passe sans heurts, sans rien. La Providence peut-être faisant ici, ayant une part dans ce qui advient pour chacun des enfants ici. Chaque enfant juif qui a survécu à la Shoah a eu la chance. Pour certains, plusieurs fois. En ce qui me concerne, mes parents étaient juifs polonais, qui avaient migré en France dans les années 30, séparément. Ils se sont rencontrés en 1936, ils se sont mariés, je suis né en 1937, année du Front Populaire, c'était en 1936, le Front Populaire. Et mon père s'est engagé volontaire en tant que juif étranger dans l'armée française. Ça a très lourde conséquences, heureuse pour nous, parce que ça évitera à ma mère, j'étais fils unique, évitera à ma mère et à moi, tout d'abord, l'arrestation lors de la rafle du Veldiv. Les femmes de prisonniers de guerre n'étaient pas concernées par cette rafle. Ma mère sera épargnée momentanément, ça n'empêchera pas par la suite d'être arrêtée et déportée. Néanmoins avec encore une variante favorable. Mon père prisonnier, mon père s'engage, fait ses classes, participe à la campagne, à différentes campagnes, 3 campagnes, au sein d'un régiment, le 22e régiment de marche des volontaires étrangers, qui comportait un grand nombre de juifs, d'étrangers, en particulier des Espagnols, républicains espagnols, mais des juifs. Beaucoup de juifs se sont engagés dans l'armée française. Juifs étrangers, participe aux campagnes de Alsace, Ardennes et la Somme. Son régiment a été cité à l'ordre de l'armée, le 22e, pour avoir bloqué pendant des jours l'avance de l'armée allemande, ce qui a permis à l'arrière aux autres régiments de l'armée française de se regrouper et de se replier sans trop de pertes.
La majorité de son régiment a été décimée, l'autre, ce qu'il restait, fait prisonnier de guerre. Mon père faisait partie, par chance, de ces rescapés qui ont passé la totalité de la période du conflit dans un stalag, jusqu'à donc la libération des prisonniers de guerre en mai 1945. Nous habitions la région parisienne, nous habitions Paris. Les persécutions, les arrestations raflent donc du 16 juillet 1942, pour lesquelles nous ne sommes pas concernés. Néanmoins, nous habitons le 10e arrondissement, quartier fréquenté beaucoup par des familles juives étrangères, arrêtées bien entendu. J'ai assisté avec ma mère à l'arrestation de ses parents, d'une parente, tante, mais nous n'étions pas concernés, ce qui a malgré tout contraint ou fait en sorte que ma mère rejoigne la zone sud, qui déjà, en 1943 déjà était occupée. La partie sud de la France, qui était dite libre, a été occupée en novembre 1942, si j'ai bonne mémoire. Donc ma mère va essayer de rejoindre la zone sud, appelons-la sud, pour essayer de se soustraire aux persécutions à l'encontre des juifs étrangers. Ce qu'elle va faire, elle me confie juste avant de partir à nos voisins de palier, familles non juives, qui vont avoir par la suite une importance extrême. Donc je vais rester quelques semaines dans cette famille, le temps que ma mère trouve un refuge. En fait, elle trouve elle va rejoindre un membre de sa famille qu'elle retrouve, elle passe en fraude la ligne de démarcation et se fait interpeller par la gendarmerie pour situation irrégulière, femme juive, étrangère, passer la ligne de démarcation en fraude, pas en mesure de subvenir à ses propres besoins, donc envoyé vers la préfecture qui statue sur son cas et qui l'envoie, il la dirige dans un camp. Ancien camp édifié pour enfermer des prisonniers de guerre. Douadik, c'est dans le département de l'Indre. Elle s'y sent en relative sécurité puisqu'elle y retrouve d'autres femmes accompagnées de leurs enfants, femmes juives également, d'autres personnes également, mais il y a une relative sécurité. Elle veut me décharger du poids que je représente pour cette famille qui était censée me garder pendant quelques semaines et me demande de la rejoindre dans ce camp. Le camp est géré par des délégués UGIF qui font des visites dans les camps du Sud, Kurs, Rivesaltes, les Milles et autres, bien entendu. Douadik, c'était le nom de ce camp, le nom de la localité, et obtiennent de la part de l'administration locale, et vraisemblablement officielle à Vichy, l'autorisation de transférer les femmes et enfants en bas âge qui sont en situation d'assignation à résidence dans un autre lieu d'assignation à résidence moins inconfortable. Et ça se passe à Annecy, dans une ancienne pension de famille désaffectée, dans le lieu dit les Marquisats. Annecy, la montagne, le lac, c'est paradisiaque. C'est néanmoins des situations de non-liberté. Toutes les personnes, ce sont essentiellement des femmes et des enfants juifs qui s'y trouvent, les juifs avec les juifs, les vieux avec les juifs, ça c'était l'organisation vichiste, mais néanmoins certaines libertés. Nous sommes Annecy, c'est un département sous contrôle de l'armée italienne à l'époque, nous sommes en 1943. Et les Italiens, l'armée italienne est relativement conciliante avec les Juifs en particulier et n'applique pas les demandes administratives de l'État français. Les Allemands n'ont rien à voir encore avec ces situations et ces décisions. Tous les départements situés à l'est du Rhône. Hélas, l'armée italienne va rentrer dans ses foyers après avoir signé l'armistice avec les Alliés et rentre en Italie en septembre 1943. Les Allemands, bien entendu, occupent la totalité de la France et procèdent à des rafles. Et à partir de documents demandés, exigés, disons, et à l'administration française qui communique. Et on a des directives, en particulier une directive d'Henri Cadot, qui était secrétaire d'État
à l'intérieur, de communiquer aux autorités allemandes la liste des étrangers assignés à résidence, internés, juifs, bien entendu, si les Allemands faisaient la demande, ce qui était chose faite. Et les Allemands, en novembre de l'année 1943, viennent arrêter, c'est la Feldgendarmerie, arrête dans cette pension de famille les personnes qui s'y trouvent. Ils viennent l'après-midi, je rentre de l'école, puisque nous avions la chance d'être scolarisés, et nez à nez avec 2 camions de la Feldgendarmerie qui arrêtent avec liste en main, réunissent toutes les personnes qui s'y trouvent, puisque fort heureusement certaines personnes peuvent s'en échapper. Je vais essayer de ne pas être trop long. Et ces personnes sont donc arrêtées si leur nom figure sur la liste. Par chance, dans la liste, il y a une femme non juive. Sur la liste de novembre, une seule femme sur l'effectif d'environ 50 femmes et enfants. Une femme n'est pas juive. Ça va me permettre beaucoup de désagréments, d'éviter beaucoup de désagréments. Ma mère est bien entendu dans la file, elle est venue me rejoindre, elle aurait pu fuir, elle vient me rejoindre. Nous allons passer devant le responsable allemand qui a la liste en main et qui fait les contrôles d'identité. Elle me lâche la main et m'indique avec une fermeté, et je ne vais pas revenir sur cette décision, de me lâcher la main et de prendre la main de la personne, la jeune femme qui se trouve à mes côtés. C'est celle qui n'est pas juive. Premier miracle. Enfin, il y en a eu d'autres. Et je ne vais pas être arrêté. Ma mère part, va être arrêtée, va rejoindre le camp de Drancy, les camps annexes de Paris, et sera déportée au camp de Bergen-Belsen en juillet 1944 en tant que femme de prisonnier de guerre. Là encore, exemptée. Toutes les autres personnes, femmes et enfants, arrêtés ce jour-là avec elle, sont dirigées vers Auschwitz-Birkenau. Cette jeune femme, à qui je dois l'air que je respire, va me conduire au bureau de l'UJIF dont on m'a parlé, qui se trouve à Chambéry. C'est le département organisation secours aux enfants, qui est rue Basse du Château à Chambéry, et qui est en relation avec la maison d'Isieux. Cette jeune femme me confie le lendemain aux membres du bureau et disparaît. Je ne l'ai jamais pu retrouver sa trace, je ne connais pas son nom, j'ai essayé de faire des recherches dans les différentes listes et je ne trouve pas nom, trace de cette femme, de cette jeune femme, qui a pris un risque énorme. Le bureau de l'UJIF va me diriger vers la maison d'Isieux. Nous sommes le 18 novembre et un matin, donc le surlendemain de mon arrivée, un monsieur vient me chercher. En fait, nous sommes 2, un autre enfant, dans le même cas que moi, a échappé à la rafle. Et que je connais bien, ça me soulage un peu, nous sommes 2 dans la misère, et nous sommes pris en charge par un grand monsieur avec son vélo et une carriole tirée par le vélo. Nous emmène, après un périple de plusieurs heures, dans une maison où se trouvent des enfants. Il s'agit de Miron-Zlatin, je le saurai, je l'apprendrai beaucoup plus tard. Nous arrivons dans une maison exubérante, des enfants partout, un chahut énorme, lieu de vie, des filles, des garçons, certains ont notre âge. Et je fais ainsi partie du groupe sans savoir qu'il s'agit de la maison d'Isieux. Je n'ai pas mis de nom dans cette maison, je ne savais pas que j'étais à la maison d'Isieux. Mon petit copain, c'est encore une autre histoire, ne va pas rester longtemps, il y reste 2 semaines à peu près, et ensuite part, prise en charge par un membre de sa famille. Moi, je n'ai plus de famille, mon père prisonnier de guerre, ma mère, je ne sais pas où elle a disparu. Et je vais rester dans cette maison, je vais m'insérer, j'ai des copains, des copines, je participe à la classe, et j'ai des petits problèmes personnels qui font que je n'ai pas eu un bon souvenir du séjour passé à la maison. Je ne prononce toujours pas la maison d'Isieux. Jusqu'au mois de janvier, fin janvier. Je participe à la classe, bien entendu. Fin janvier, Miron-Zlatin, le directeur de la colonie d'Isieux, vient me demander de faire préparer mes bagages, mon petit baluchon, en me disant que je peux partir, qu'il me reconduit par où j'étais arrivé. Nous sommes fin janvier de l'année 1944 et
très satisfait de quitter la maison d'Isieux, je vais en partir sur le vélo, non pas dans la carriole, mais sur le cadre. Et j'apprendrai après que la distance qui sépare Chambéry de la maison d'Isieux, c'est plus de 40 km. Et il y a un col à passer, il y a le col de l'Épine. Il y avait un tunnel à l'époque, qu'on emprunte encore aujourd'hui. Mions-Latin a fait le trajet en escaladant, je ne sais pas pour quelle raison, et c'était un gaillard. Il faut associer à la mémoire l'œuvre accomplie par Madame Sabine Zlatin, qui a consacré sa vie pour que cette maison soit rachetée et devienne un mémorial. Il ne faut pas dissocier l'action menée par Miron Zlatin, qui lui faisait vivre la maison. À tout point de vue. C'était le directeur, c'était le gestionnaire, c'était le ravitailleur, il faisait tout, adulé de tous les enfants. Hélas, disparu, hélas. Mon histoire finit à la maison d'Isieux de cette façon. Je suis récupéré, non pas par ma mère que j'espérais retrouver, mais par la famille où j'avais passé, nos voisins de palier, avec lesquels j'avais déjà passé quelques semaines à Paris. La famille Bosselu, rappelez-vous de leur nom, Alexis et Jeanne Bosselu. Je vais rester dans cette maison 1 an et demi avec eux, recueillis. Ma mère, qui est au camp de Drancy et dans le camp annexe Lévitan, c'est une autre histoire, va faire en sorte, c'est elle qui a pu me situer et faire transférer l'information à cette famille en me demandant de me récupérer, via certainement les délégués UGIF qui étaient au camp de Drancy. Et cette famille est venue me récupérer. Elle espérait, par son statut de femme de prisonnier de guerre, être exemptée de déportation. Elle a fait d'ailleurs des demandes qui allaient dans ce sens. Elle devait normalement être libérée, elle ne l'a pas été. Elle a pu néanmoins faire passer l'information à cette famille qui a fait la démarche et est venue me chercher. Alors, cette famille aurait pu, là encore, je dois quelque chose à cette famille, elle aurait pu temporiser, dire bon, le petit Samuel, il est bien, il est dans une maison d'enfants, on peut attendre un peu et on ira le chercher plus tard. Ou pas le chercher du tout. Il est dans une maison d'enfants, il est très bien et ça se passera très bien. Ils n'ont pas pris ces décisions, ils ont pris la décision de venir me chercher. Cette femme, Madame Bossu, est venue me chercher certainement le 1er février de l'année 1944. Le 8 février, donc une semaine après, tout le personnel du bureau de l'OSE UGIF rue Basse du Château est raflé par Aloïs Brunner, le commandant du camp de Drancy. 8 jours après, il n'y aurait pas eu moyen de s'échapper de la maison d'Isieux. Elle n'aurait pas pu venir me chercher. Autre chance. Donc j'en arrive. Alors, je suis dans cette maison, j'y reste 1 an et demi. Ma mère a été déportée. C'était une famille de faibles moyens, de modestes conditions. Ils ont fait un effort énorme pour me prendre en charge et me considérer comme l'enfant de la famille. J'ai eu la chance de voir revenir ma mère de déportation. Elle avait été déportée au camp de Bergen-Belsen, et mon père de captivité. Revenons à Isieux maintenant. Alors tout ceci s'arrête pendant près de 40 ans. On n'entend plus parler de ça, et à qui parler, qui va écouter, ce n'est plus à l'ordre du jour. Le procès Barbie. Nous sommes en 87, je suis les audiences, les comptes rendus d'audience, et c'était Ladislas de Hoyos, le journaliste, qui sur TF1 faisait les comptes rendus. Je tombe, comme ça, par une oreille distraite, sur l'interview des propriétaires de la maison, le couple Thibaudier. Pas très intéressant. Néanmoins, bon, quelques images sur la maison, ça me rappelle quelques souvenirs. Ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu auparavant. Point barre. Quelques jours après, nouveau compte rendu d'audience, et là on élargit les plans sur la terrasse, la fontaine et la bâtisse qui se trouve à côté, là où dormaient les garçons. Et je reconnais bien entendu la maison d'Isieux et je mets un nom sur cette maison, Isieux. J'étais donc à la maison d'Isieux. Nous sommes en 87, bon, je décide, quand j'aurai un moment, j'essaierai de m'y rendre pour voir.
Ce moment, je le trouve 2 ans après. Je suis exceptionnellement à Grenoble, au CEA, dans le cadre de mes activités professionnelles. Les contacts durent la matinée. L'après-midi, je suis disponible et je décide donc de me rendre de Grenoble à Isieux avec la voiture. Je trouve une maison close, inhabitée, fermée par une barrière, simplement visible une plaque portant le nom des noms d'enfants. Donc les noms des enfants arrêtés et déportés. J'interroge la voisine, qui se trouve juste à côté, une ferme qui jouxte la maison, et avec qui j'engage la conversation, et qui me dit, je ne suis pas trop long là, et qui me dit, elle me parle des événements, c'est très médiatisé, il y a beaucoup de monde, il y a des manifestations, il y a des tas de choses, il y a la télévision, la radio, bon bref. La vie est totalement bouleversée dans la petite commune d'Isieux. Et elle me dit, mais l'ancienne directrice qui était là, qui n'est pas présente le jour de la rafle, a été épargnée et elle vit toujours, et elle habite Paris. Je lui demande si elle peut me communiquer son adresse. Elle me communique un numéro de téléphone. Elle me donne un numéro de téléphone. Bon, très bien, numéro de téléphone, je la quitte, je retourne à mon domicile et je décide, quelques semaines plus tard, d'interroger Madame Zlatin, de rendre visite à Madame Zlatin. J'appelle au téléphone, une personne âgée au téléphone, accablée, lasse. Ah là là, mon petit monsieur, oui, je reçois des journalistes, je n'en peux plus. Elle se plaignait tout le temps, Madame Zlatin. Et je lui explique, je suis passé par la maison, ça me ferait très plaisir de pouvoir vous rencontrer. Donc j'obtiens un rendez-vous, je me rends, je vais la voir, je vous passe les... Mais j'y vais avec une idée un petit peu égoïste. Je vous souhaitais savoir si elle avait mon nom sur ses listes d'effectifs, si elle avait conservé mes cahiers, puisque je fréquentais la classe, et de me communiquer, puisqu'elle avait des noms, le nom, celui de mon petit copain avec lequel nous avions été arrêtés. Et nous avions rejoint à l'époque la maison d'Isieux. Je rencontre Madame Zlatin, donc, et elle me dit, mais je n'ai rien, mon petit monsieur, je n'ai absolument rien, aucun document, rien du tout, tout a été dispersé le jour de la rafle. Et je ne peux rien vous dire, c'est pas possible. Alors nous échangeons, elle me raconte ce qu'elle envisage de faire, ses projets. Et donc je suis très déçu, elle n'a rien à me dire. Moi, la maison d'Isieux, je ne suis pas concerné. Je n'ai pas participé au procès. Je n'ai pas témoigné, je n'ai rien à faire dans cette partie de l'histoire. Et je quitte Madame Zlatin, persuadé que c'est la première fois et la dernière fois que je rencontre cette dame. Avant de la quitter, néanmoins, après l'avoir remerciée pour ce qu'elle avait fait pour les enfants, ce qu'elle avait fait pour moi, je lui laisse un numéro de téléphone. Éventuellement, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition, vous pouvez m'appeler quand vous le voulez. Et je m'ai persuadé que c'était la dernière fois que je voyais Madame Zlatin. Madame Zlatin m'appelle 2 mois plus tard. Téléphone, j'ai retrouvé une lettre, parce qu'elle avait des documents, une lettre dans laquelle figure votre nom et celui d'un autre garçon, j'ai les prénoms, Marcel et Samuel. Intéressant, mais ça ne m'apporte pas grand-chose, puisque j'avais en tête de retrouver mon petit copain. Je engage encore un peu la conversation, et puis voilà, les projets avancent, et ça se passe très bien. Au revoir madame, et à bientôt éventuellement. 2 mois après, Madame Zlatin me rappelle, et elle me dit, j'ai encore retrouvé un autre document, une lettre dans laquelle figurent vos deux noms, Marcel Greenblatt, Samuel Pintel. Extrêmement intéressant, puisque j'ai le nom de Marcel, mon petit copain, que je savais avoir émigré au Canada. Et avec son nom, je m'étais mis en tête de le retrouver. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Mais Madame Zlatin prend l'habitude maintenant de m'appeler, de me convier de plus en plus souvent. Et en particulier, elle me demande de la rejoindre à son domicile pour me présenter les membres de son conseil d'administration. Certains. Je retrouve, donc, j'accepte, je rencontre des personnalités. Il y avait M. Truche en particulier, le procureur général,
Il y avait Simone Lagrange, dont on a parlé, tous les membres qui constituaient à l'époque le conseil d'administration, il était président de l'association, M. Pierre-Marcel Wilzer, le préfet, des avocats, M. Rapaport, l'avocat de Mme Slatin au procès Barbie, enfin bref, une panoplie de personnalités. Et puis le petit Samuel Pintel, ex-ancien de la maison d'Isieux, qui n'a pas grand-chose à faire dans ce milieu. Et donc elle me présente, ça se passait très bien, et elle me dit, lors de ces réunions, il n'y a jamais personne pour prendre des notes, j'aimerais bien que vous preniez des notes et que vous fassiez un compte-rendu. Bon, volontiers, je vais vous faire un bref compte-rendu. Bon. Où avais-je mis la main? L'engrenage. Madame Zatin me conviait de plus en plus souvent à l'accompagner. Et les coups de téléphone, c'était tous les soirs, entre 21h et 21h30. Moi, j'étais dans le créneau. Et Madame Zatin passait ses soirées allongée dans son lit, et le téléphone, et elle téléphonait comme ça, jusqu'à tard dans la soirée, à tous ses proches, pour l'aider à faire que ce projet, que cette maison soit rachetée et qu'elle devienne un lieu de mémoire. Elle me demandait de la rejoindre également. Elle me disait, la maison coûte cher, on n'a pas d'argent, on n'a pas assez, il faut aller rechercher des dons, des subventions, il faut que vous m'accompagniez. Vous êtes un ancien de mes enfants, de mes petits, j'aimerais bien que vous soyez à mes côtés. Bon, je ne tenais pas tellement à m'impliquer avec elle. Elle m'a vraiment tiré par la manche. Je n'avais pas le temps disponible à ça. Et je ne me sentais pas dans cette initiative-là. Alors, elle me demande ensuite, elle me pose une question un peu plus personnelle en me disant, vous êtes de ma famille spirituelle, j'aimerais bien connaître vos enfants, votre femme, vos enfants. Présentez-moi. J'ai des enfants, ben tiens, j'en ai un qui fait des études pas loin de chez vous, à la Sorbonne, elle habitait rue Madame, à côté du Luxembourg. J'aimerais bien les connaître. Alors, bon, je vais vous présenter mon fils, Simon, si vous le souhaitez. Voilà, j'organise la rencontre. Mon fils Simon, qui fait les études de sociologie, la rencontre, et elle lui dit, avec une arrière-pensée, j'ai une petite chambre là-haut à l'étage, si vous le voulez, vous pouvez l'occuper, ça évitera de faire les trajets, puisque nous habitions quand même à une quarantaine de kilomètres de Paris. Mais en contrepartie, je vais vous demander de m'aider j'ai une activité, elle était experte en livres anciens dédiés au cirque et au théâtre, et elle commerçait, elle avait un fichier, et puis elle achetait des livres, elle en revendait. Donc, ça représentait un travail important, administratif. Elle avait besoin d'un secrétaire. Et elle propose à mon fils de prendre ce travail en main. Bon, chose qu'il accepte. Voilà. Simon Pintel. La progression allant, le projet de création de ce mémorial avec le rachat de la maison se faisant, Madame Zatin avait besoin d'archives, documents d'archives, qui semblaient ne pas être là, disponibles sous la main. Et elle prit mon fils d'aller chercher dans le garage qu'elle avait au bas de son immeuble, un petit garage, donc sans voiture, uniquement avec des caisses, des cartons, des papiers, demande à mon fils d'aller chercher, d'aller faire l'inventaire. Et mon fils va trouver une mine d'or, ce qui constitue aujourd'hui le fonds, ce qu'on appelle le fonds latin, documents d'archives, notes personnelles, photographies, fiches de présence, parce que nous avons retrouvé les fameuses fiches de présence des enfants, les dessins d'enfants, toute la, je n'ose pas dire la totalité des documents d'archives personnelles de Madame Sabine Slatin, qui constitue aujourd'hui, versé à la Bibliothèque nationale, le fonds Isieux. Alors jusque-là, je vous ai dit que je ne voulais pas m'engager, je ne voulais pas m'impliquer dans cette histoire mémorielle avec Madame Slatin. J'ai regardé, alors mon fils me dit, tiens, on a les listes d'effectifs, c'est intéressant, on dénombre tous les noms, tous les enfants passés par la maison d'enfants figurent sur ces listes. Donc je trace un diagramme, je regarde, liste alphabétique des enfants, et durée de séjour, bien entendu mon nom apparaît, jusqu'à la dernière liste de janvier. Et je m'aperçois avec stupeur que
mon nom figure en janvier et tous les noms des enfants qui ont été arrêtés le 6 avril 1944, donc 42 enfants et 2 adolescents. Les personnes qui les entouraient, c'est-à-dire il y avait 4 femmes, Miron Zlatin, et un couple qui se trouvait là, qui étaient les parents de Suzanne Reifmann, qui s'occupait des enfants, la doctoresse, qui se trouvait là au mauvais moment, mauvais jour, mauvais vent. Ils étaient venus rendre visite à leur petit-neveu et à leur fille, Suzanne Reifmann. Et le jour de la rafle, c'est donc 7 adultes qui sont arrêtés, 42 enfants et 2 adolescents. Il y avait un 43e enfant, bien entendu, mais on en parlera un peu plus tard. Il n'était pas juif et il a été libéré. Je m'aperçois donc avec stupeur que mon nom figure sur la liste et que tous les enfants arrêtés le 6 avril 1944 étaient déjà présents au mois de décembre 1943. Donc le groupe était déjà au complet en décembre 1940. Donc je connaissais tous les enfants. Et je m'aperçois avec stupeur, en plus, que j'étais le dernier à quitter la maison. Le dernier enfant à quitter la maison, fin janvier. Personne d'autre n'est parti, à l'exception de 2 adolescents qui étaient arrivés fin décembre et qui en sont repartis, on ne sait pas trop quand. Et on en a retrouvé un, Georges Traube, qui ne sait pas, qui ne se souvient pas. Il était adolescent, Madame Zatin ne voulait pas garder auprès d'elle, dans cette maison, des adolescents et faisait en sorte de les disperser le plus rapidement possible. Donc ces 2 adolescents, comme une étoile filante, arrivent en décembre et en repartent, on ne sait pas trop quand, peut-être en février. Et mon engagement date de ça, de cette décision, de cette constatation de voir que mon nom figurait sur la liste des enfants et que je ne pouvais pas les laisser tomber. Je les avais tous connus. Je voulais ajouter, concernant la petite Liliane Gerenstein, il y a une anecdote, j'en ai encore pour quelques minutes. Liliane Gerenstein avec son frère. Son frère, c'était Maurice Gerenstein, si j'ai bonne mémoire. On a un parcours parallèle. Les parents, c'est curieux de retrouver ça. Ma mère nous étions assignés à résidence à Annecy. La fête gendarmerie vient arrêter donc toutes les personnes juives qui s'y trouvent, et dans d'autres lieux, bien entendu, fiche en main, arrête donc les personnes du centre des Marquisats, lieu dit, plus d'autres personnes à Annecy, c'est très facile, ils ont les listes et les adresses. Vont, dans les jours qui suivent, à Évian pour arrêter la famille Gerenstein, qui sont eux aussi assignés à résidence. Ces personnes qui ont été arrêtées ce jour-là sont regroupées à l'hôtel Pax à Annemasse, le lieu occupé par la Gestapo, avant transfert. Donc pour les non-juifs, c'est Lyon, et pour les juifs, c'est Drancy. Le nom des Gerenstein apparaît derrière la liste, ma mère, Tauba Pintel, et les Gerenstein juste derrière. Les parents de Gerenstein et pas les enfants. Donc les enfants ont eu la vie sauve ce jour-là, n'ont pas été arrêtés avec leurs parents. Pour quelle raison, je ne sais pas. On retrouve les enfants Gerenstein qui arrivent à la maison d'Isieux fin novembre de l'année 1943. J'ai donc certainement joué avec Liliane Gerenstein. Maurice, lui, était un peu plus âgé. Et eux vont rester jusqu'au terme de l'activité de la maison d'Isieux, arrêtés et déportés. Que dire de plus ? Que j'aurais oublié, important, que je n'ai pas évoqué. Oui, alors, après avoir rédigé ce compte-rendu, le premier compte-rendu à la volée, Madame Zatin m'a demandé de m'engager dans son conseil d'administration. Bien entendu, j'ai été élu à la majorité sans aucun problème. J'en suis devenu le secrétaire général, aujourd'hui secrétaire général perpétuel. Heureusement que j'ai l'équipe de Dominique Vidot qui m'épaule ô combien. Et je réponds aux demandes du service pédagogique qui me sollicite pour des rencontres avec les élèves. Je le fais volontiers, je le fais à chaque fois, je ne refuse jamais. J'essaie de faire cela au mieux.
Ça représente une activité quand même non négligeable. J'ai une autre activité, puisque je me suis aussi impliqué avec l'amicale des anciens déportés de Bergen-Belsen. Les enfants, c'est encore une autre histoire, puisque j'aurais dû accompagner ces enfants. Si j'avais été arrêté avec ma mère, ça aurait été le parcours. Par chance, j'ai divergé et la maison d'Isieux a été ma sauvegarde. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous me permettez, je voudrais quand même, comme nous avons rédigé 8 pages que je n'ai pas lues, enfin, M. Ganancia, lui, a donné l'essentiel. Je voudrais quand même vous lire la dernière qui concerne les activités actuelles de la maison d'Isieux, activités qui sont extrêmement importantes, des activités et qui vont en croissant, ce qui entraîne des dépassements de budget. Et là, si on aborde le problème des budgets alloués, les dons à venir ou qui sont acquis ou à venir, c'est encore un autre problème que dont on essaiera de mener à terme, de résoudre. Alors, les activités menées en 1919, nous avons une équipe de 17 personnes, dont 12 postes de salariés à plein temps, 2 enseignants mis à disposition à plein temps par l'Académie de Lyon, une enseignante mise à disposition à tiers-temps par l'Académie de Grenoble, une volontaire civique et une volontaire allemande. La maison d'Isieux a accueilli, pendant donc cette année 2019, plus de 30 000 visiteurs, dont 15 000 scolaires venus avec leur classe. 11 500 des élèves sont venus sur le site une journée entière pour visiter la maison et l'exposition, puis travailler dans des ateliers pédagogiques, rencontrer un témoin, travailler avec un artiste ou faire une visite participative, créer et animer des activités de formation pour 600 adultes en 2019, dont 120 enseignants des académies de Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Dijon, au séminaire organisé par le Mémorial à l'école internationale de Yad Vashem et en Allemagne, Nuremberg et Francfort, 140 commissaires et officiers stagiaires de l'École nationale supérieure de la police, 150 élèves attachés de l'Institut régional d'administration de Lyon, 170 étudiants du collège de droit de l'Université Lyon et de l'Université de Chambéry, et a organisé 4 commémorations impliquant près de 200 jeunes au total. J'ajouterai que l'exposition permanente et les activités menées à la maison d'Isieux, avec le concours des assistants pédagogiques, sont d'un enrichissement énorme. Et je souhaiterais que tous les enfants, tous les scolaires de France puissent aller à la maison d'Isieux, travailler, voir l'exposition, écouter de leurs grandes oreilles. Ils ont à leur disposition des mines de documents et je constate que ces enfants, s'ils sont en visite et en travail à la maison d'Isieux, font l'acquisition de connaissances qui, s'ils sont attentifs, équivalent à ce que des élèves de terminale peuvent acquérir en une seule journée. Lorsque je fais des interventions dans d'autres écoles, parfois c'est la consternation de voir la nullité des connaissances qu'ont ces enfants sur ces sujets. Deuxième Guerre mondiale et bien entendu Shoah, déportation, les Juifs. C'est de l'hébreu pour eux. Donc venez à Isieux, emmenez vos enfants à Isieux. Et le salut se trouve là.